Chers étudiants et étudiantes, dans ces vidéos, je vais détailler les modes opératoires de manipulation programmés dans les travaux pratiques du module, les grandes classes de réactions organiques. Dans la première vidéo, je vais expliquer les différentes étapes de synthèse organique au laboratoire. La préparation de la 3,3-diméthylméthane à partir de la propanone fera l'objet de la deuxième vidéo. La synthèse de l'acide chlorobenzoïque par la réaction de Sandmeyer sera détaillée dans la troisième vidéo. Les étapes de synthèse organique au laboratoire. On appelle synthèse la préparation d'une espèce chimique à partir d'autres espèces chimiques. Comment se déroule une synthèse organique? Sur quels critères s'effectue le choix des paramètres expérimentaux et des techniques mises en œuvre? Qu'est-ce que le rendement d'une synthèse? Comment le calculer? La synthèse d'une espèce chimique se décompose en 4 étapes successives. La première étape, c'est la transformation, ou la réaction chimique. La seconde étape, c'est le traitement ou l'isolement. Et ensuite, la purification. Et enfin, l'identification ou l'analyse des produits obtenus. Le descriptif des manipulations à effectuer lors de ces différentes étapes constitue le protocole expérimental de la synthèse organique, ou bien le mode opératoire. L'étape de la transformation. La réaction chimique s'effectue dans un réacteur, ballon ou Erlenmeyer, dans lequel sont introduits les réactifs ainsi que le solvant et le catalyseur éventuel. À la fin de la réaction, le réacteur contient un mélange d'espèces chimiques dont le produit recherché. Comment justifier le choix des techniques mises en œuvre? Le choix des techniques mises en œuvre lors des différentes étapes d'une synthèse organique découle essentiellement des propriétés physico-chimiques des espèces mises en jeu. Les montages suivants permettent le déplacement de l'équilibre par élimination de l'un des produits de la réaction au cours de sa formation. Ce montage est utilisé pour les réactifs et les produits sensibles à l'humidité. Lorsque les produits et les réactifs sensibles à l'oxygène de l'air, on utilise le montage suivant. L'étape de la transformation. Le but de cette étape est d'isoler le produit qu'on cherche à synthétiser des milieux réactionnels qui contient, en plus de produits cherchés, des réactifs qui n'ont pas réagi, du catalyseur éventuel, du solvant éventuel. Pour cela, de nombreuses techniques sont employées en utilisant, selon le cas, la distillation, l'évaporation du solvant grâce à l'évaporateur rotatif, l'extraction liquide et la filtration, souvent sous vide sur Bichner. L'étape de purification. Après l'étape de l'isolement, une purification supplémentaire peut être nécessaire. Si le produit est un liquide, on peut procéder à une distillation. Si c'est un solide, à une recristallisation. La distillation s'effectue grâce à la différence de température d'ébullition entre le produit et les impuretés. Si le produit purifié possède la température d'ébullition la plus basse,
et les séparer du mélange par évaporation, puis condenser et récupérer sous forme de distillat. La recristallisation est basée sur la différence de solubilité à chaud et à froid du produit et des impuretés dans un solvant bien choisi. Le produit brut est dissous à chaud dans le minimum de solvant, puis le mélange est laissé refroidir lentement. Les impuretés sont solubles à froid dans le solvant, alors que le produit cristallise, et on peut ainsi le séparer par filtration. L'étape d'identification des produits. Cette étape a pour but de répondre à deux questions. Quoi et combien? Quoi? Il faut s'assurer que le produit qu'on a obtenu est bien le produit attendu et qu'il est pur. Pour vérifier la pureté d'un solide, on peut mesurer son point de fusion. Pour les liquides, l'indice de réfraction, et on compare les résultats aux données de la littérature. Par ailleurs, l'analyse spectroscopique est un outil puissant pour établir la structure du produit. Qu'est-ce que c'est la spectroscopie? La spectroscopie est une technique d'analyse des molécules qui repose sur les interactions entre matière et la lumière, radiation électromagnétique. Il existe essentiellement 4 types de spectroscopie. La résonance magnétique nucléaire, c'est la technique qui donne plus d'informations. La spectroscopie infrarouge, elle donne des informations sur le groupe fonctionnel de la molécule. La spectroscopie ultraviolette, intéressante pour les systèmes conjugués. La masse moléculaire de la molécule et sa composition atomique sont obtenues à l'aide de la spectroscopie de masse. Enfin, on va répondre à la question combien. Pour cela, en utilisant une balance de précision pour déterminer la quantité de produits isolés et déduire le rendement de la synthèse. Chers étudiants et étudiantes, dans cette vidéo, je vais détailler le mode opératoire pour obtenir la 3,3-diméthylbutane-2-one à partir de la propanone. Les cétones en absence de solvant protique sont réduites par les métaux avec duplication des radicaux intermédiaires. Cette réduction est particulièrement efficace lorsqu'on utilise le magnésium amalgamé comme réducteur. Dans le cas de la propanone, il conduit au 2,3-diméthylbutane-2,3-diol, le pénacol. Isolé sous forme hexahydratée, dont le traitement au milieu acide entraîne de façon prépondérante la réaction de transposition. Une réaction de transposition conduisant à la 3,3-diméthylbutane-2-one, le pénacolone. Avec deux molécules de l'acétone et le magnésium comme donneur d'électrons, on obtient un composé pseudo-cyclique à 5 atomes où l'atome de magnésium est coordonné à 2 atomes d'oxygène. L'addition de l'eau conduit au 2,3
diméthyl butane 2,3-diol, le pénacol, sous forme hexahydratée, et l'hydroxyde de magnésium. Le pénacolone peut être obtenu à partir du pénacol par son réarrangement, le réarrangement de pénacol, en le chauffant, lorsqu'on est chauffé, en présence de l'acide sulfurique. La préparation du 2,3-diméthylbutane 2,3-diol hexahydraté. Le pénacol peut être produit par la réaction de couplage pénacolique à partir de l'acétone et en présence du magnésium. La synthèse en présence du magnésium est délicate. La réaction est fortement exothermique. En plus, le milieu réactionnel doit être anhydre. Une réaction pour les réactions exothermiques, il faut contrôler la température. Pour cela, il faut ajouter un des réactifs en petite quantité et condenser les vapeurs produites. Pour ajouter un des réactifs en petite quantité, on utilise une ampoule à couler. Et pour condenser les vapeurs, on utilise un réfrigérant. Pour avoir ces deux-là, un réfrigérant et une ampoule à couler, on doit utiliser un ballon Bécol. Pour empêcher l'air humide d'entrer dans le milieu réactionnel, on utilise un tube de garde CaCl2. Et pour réussir cette synthèse, la verrerie et le magnésium doivent être séchés à l'étif. Le montage est constitué d'un ballon Bécol équipé d'une ampoule à couler et d'un réfrigérant surmonté par un tube de garde CaCl2. L'ensemble est fixé à un support vertical par des pincées noires. On prévoit aussi un bain chauffant au réfrigérant et un agitateur magnétique. Tout d'abord, on commence par préparer une solution de 4,5 g de chlorure de mercure dans 38 ml de propanol anhydre. Ensuite, le magnésium en tournure conservé à l'étif est introduit dans le ballon, puis on ajoute immédiatement le 1/4 de la solution préparée et 20 ml d'xylène. Le reste de la solution A et 20 ml d'xylène sont introduits dans l'ampoule à couler. Quand la réaction démarre, un trouble est observé dû à la coloration grise caractéristique du magnésium attaqué. On ajoute goutte à goutte le contenu de l'ampoule à couler. À la fin de l'addition, on chauffe à reflux sous agitation jusqu'à disparition totale du magnésium, environ 45 minutes. On ajoute
20 ml d'eau froide, goutte à goutte, par l'ampoule de couler en poursuivant l'agitation. Après refroidissement du mélange réactionnel, on isole le produit. Premièrement, on élimine le solide MgOH deux fois par filtration sous pression réduite. Et ensuite, on réduit à moitié le filtrant par le volume du filtrant par simple distillation. La solution résiduelle est traitée par 20 ml d'eau froide et refroidie dans un bain de glace jusqu'à précipitation. Enfin, le pénacol est isolé par filtration sous pression réduite. Pour calculer le rendement, on doit peser la masse, on doit peser la quantité obtenue et on détermine sa température de fusion. La préparation de la 3,3-diméthylbutane-2-ol. Pour préparer le pénacolone, on doit équiper un ballon par un réfrigérant et un chauffe-ballon. Dans le ballon, on introduit 15 ml d'eau distillée, puis avec précaution, on ajoute 10 ml de l'acide sulfurique concentré. Dans cette solution, on dissout 6 g de 2,3-diméthylbutanediol de pénacol et on chauffe l'ensemble à reflux. Une phase organique apparaît peu à peu. Notons que l'eau et le pénacolone forment un isotropique de température d'ébullition 85 degrés C et il contient environ 15% d'eau. Après, c'est pour cela on peut isoler le pénacol par hydrodistillation. Après refroidissement du montage, on procède à une hydrodistillation. Et on obtient un distillat biphasique, l'eau et le pénacol. Non, l'eau et le pénacolone. Le distillat biphasique est introduit dans une ampoule à décompter et on ajoute une spatule de chlorure de sodium. On procède à une extraction à l'éther 2 fois par 15 ml de l'éther. 15 ml, 2 fois 15 ml. On sèche la phase organique par un desséchant, le Na2SO4, et ensuite l'éther est éliminé avec un évaporateur rotatif. Lors de la distillation, on récupère la fraction passant entre 103 et 107. Pour calculer le rendement, on pèse cette fraction. Chers étudiants et étudiantes, dans cette vidéo, je vais détailler le mode opératoire
permettant la synthèse de l'acide dichlorobenzoïque par une réaction de Sandmeyer. La réaction de Sandmeyer est une réaction chimique utilisée pour synthétiser les halogénures d'aryl. Elle tient son nom du chimiste suisse Rogot Sandmeyer. L'amine aromatique est diazotée par l'acide nitreux, formé in situ par l'action du nitrite de sodium, en présence d'un excès de l'acide pour former le sel de diazonium, qui sera décomposé pour donner, en fonction du réactif présent, l'halogénure d'aryl voulu. Cette réaction est une substitution nucléophile aromatique, SNAR. Elle se fait par dégradation d'un sel de diazonium. Les produits de la réaction sont en présence de chlorure de cuivre 1 sur ICl et de l'acide chlorhydrique, on a la formation de chlorobenzène. Et en présence de l'iodure de sodium ou l'iodure de potassium, sans catalyseur, la formation de l'iodobenzène. Et en présence de cyanure de cuivre 1 sur ICN, la formation d'un benzonitrile. Quel que soit l'homologue, il y aura toujours un dégagement de diazote gazeux. Le mécanisme de la réaction se fait en deux étapes. Première étape, fait intervenir un transfert monoélectronique du sel de cuivre 1 vers le sel d'aryl diazonium, donnant ainsi un sel de cuivre 2 et un radical aryl diazonium qui clivent spontanément pour donner un radical aryl et départ d'une molécule d'azote. La deuxième étape est l'échange de ligands halogènes entre le cuivre 2 et le radical ainsi produit, donne un halogénaire d'aryl et régénère le sel de cuivre 1. Les radicaux aryles peuvent également être générés de façon aisée par réduction monoélectronique d'un sel d'aryl diazonium. Le mécanisme peut être catalytique des sels de cuivre. Celles possèdent le même halogène. Si le sel de diazonium et le cuivre 1 ont le même halogène. Les étapes de synthèse. La première étape, c'est la préparation de chlorure de cuivre 1. Donc, pour préparer le cuivre 1, en réduisant le cuivre 2 par le cuivre dans l'acide chlorhydrique. Deuxième étape, la préparation de chlorure de diazonium par l'action de l'acide nitreux sur l'acide 2-aminobenzoïque. Troisième étape, c'est la synthèse de l'acide 2-chlorobenzoïque par réaction entre la solution de chlorure de cuivre 1 et le chlorure de diazonium. La préparation de la solution de chlorure de cuivre 1. Donc, pour préparer cette solution, on introduit dans un Erlen Mayer 4,7 g de chlorure de cuivre 2 déhydraté et 20 ml d'eau. On agite pour dissoudre l'eau solide. Ensuite, on ajoute 15 ml de HCl concentré
et 3,5 g de tournure de cuivre. On porte le mélange à une mini-ébullition pendant environ 15 minutes jusqu'à décoloration. Pendant le temps de chauffage, passez aux deuxième étape et préparez le chlorure de diazonium. La deuxième étape, c'est la préparation de chlorure de diazonium. Un mélange de 10 ml d'acide chlorhydrique concentré et 50 ml d'eau introduit dans un Erlenmeyer. On ajoute 7 g de l'acide 2-aminobenzoïque et on chauffe légèrement pour dissoudre l'acide intra-anilique. On place l'Erlenmeyer dans un bain de glace sel et on passe à la préparation de la solution de nitrite de sodium. Pour cela, on ajoute 3,6 g de nitrite de sodium et 12 ml d'eau. Ensuite, on ajoute goutte à goutte la solution de nitrite de sodium à la solution de l'acide 2-aminobenzoïque, tout en surveillant la température du milieu à l'aide d'un thermomètre. Il ne doit pas dépasser 0 degré Celsius. À la fin de l'addition, on maintient l'Erlenmeyer dans le mélange réfrigérant, c'est-à-dire mélange glace-eau. Troisième étape, c'est la préparation de l'acide 2-chlorobenzoïque. Dans un bécher de 500 ml, placé dans un bain glacé, on introduit la solution de chlorure de cuivre. Puis, on ajoute goutte à goutte la solution de chlorure de diazonium en agitant énergiquement avec une baguette de verre. À la fin de l'agitation, à la fin de l'addition, on continue à agiter pendant 30 minutes. On filtre le mélange sous pression réduite. Puis, on lave le précipité avec une solution froide à moitié du lit de l'acide nitrique. Et ensuite, avec un peu d'eau froide, jusqu'à ce que l'eau de lavage soit incolore. Et enfin, le produit obtenu est cristallisé dans un mélange hydroalcoolique. Enfin, je vous informe que le compte rendu de cette manipulation est disponible sous forme d'un fichier Word dans la plateforme de la faculté. Il doit être complété et rendu avant le 30 juin. Merci de votre attention.